Eh bien, moi, je vais vous parler de l'avocat et non pas du petit fruit si délicieux pour vos salades de printemps, mais de l'avocat qui est votre conseil et je vais essayer de vous convaincre que c'est votre conseil au quotidien. Alors, Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. quotidien. Alors, d'abord, je vous emmène, comme à chaque fois, vers une citation et une citation d'Henry Ford. Alors, je vais la lire pour les auditeurs qui nous écoutent en podcast. Je ne paie pas un avocat pour qu'il me dise ce que je ne peux pas faire. Je le paie pour qu'il m'explique comment je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et derrière cette petite phrase amusante qu'on prête également à Jean-Charles Naouri, le patron de rallye et de casino, euh, il y a cette idée que pour l'entrepreneur, l'avocat, quelque part, c'est un empêcheur de tourner en rond. C'est quelqu'un qui va lui dire: ah oui, non, mais ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, etc. À tel point qu'il nous arrive de croiser des entrepreneurs qui essayent d'éviter d'avoir à parler à un avocat. On va essayer de voir pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée. D'abord, il faut comprendre que l'avocat, c'est un rôle qui est assez ancien. Alors, dans notre civilisation européenne, ça commence dès l'Antiquité. Et il faut comprendre que tout de suite, il s'agit de quelque chose qui est d'ordre judiciaire, c'est-à-dire en fait, l'avocat est relié au monde du procès. Et puis, l'empereur Justinien au VIe siècle, hein, donc c'est l'empereur romain de Constantinople, l'empire romain byzantin, donc c'est la version la plus large de l'empire romain, au VIe siècle, va édicter un certain nombre de codes juridiques, va les remettre en forme et va créer le rôle de l'avocat. Euh, Encore une fois, c'est surtout dans un contexte pénal, c'est-à-dire qu'on considère qu'un certain nombre de personnes ne sauront pas s'exprimer eux-mêmes quand ils vont se retrouver devant une forme de justice, et donc on va leur mettre quelqu'un qui sait s'exprimer pour les accompagner dans leur procès. Et puis, bien entendu, ça va se répandre dans tout l'Empire romain, et vous allez voir, à l'exception de la Grande-Bretagne, hein, donc à l'exception de ces îles britanniques qui vont évoluer vers quelque chose de différent. Mais le code justinien va se perpétuer et sera seulement remis en cause vers le XIIIe siècle, puis après la Révolution française. Parallèlement à ça, le commerce, alors le commerce, vous savez que c'est une activité humaine qu'on retrace de façon très ancienne. Les quelques-unes des plus anciennes traces écrites sont les tablettes d'argile de Mésopotamie. Les tablettes d'argile de Mésopotamie, c'est de la comptabilité. La comptabilité de quoi? La comptabilité d'échange, donc de commerce. Et donc, comme on sait que l'humanité avait déjà des villes il y a plus de 15 000 ans sur lesquelles c'était des villes qui étaient des villes qu'on construisait, on démontait, donc on n'en a pas gardé de traces au sol, mais on en a trouvé d'autres traces. Il est fort probable qu'on commerce depuis très très longtemps. Et le commerce a généré des règles qui ensuite ont généré des tribunaux adaptés. Et donc, il faut comprendre que, encore dans notre esprit, souvent, l'avocat, c'est celui qui plaide, alors qu'aujourd'hui, la principale fonction des avocats, c'est de rédiger des contrats qui sont venus par une autre branche que la branche classique de la justice et qui sont venus par l'obligation de s'organiser pour le commerce. En fait. Et c'est pour ça que l'avocat d'affaires apparaît plus tardivement. Figurez-vous que dans mes recherches, je n'ai pas trouvé de façon simple, donc ça doit exister, mais je ne l'ai pas trouvé, la date à laquelle la profession d'avocat d'affaires est véritablement apparue. Ou ce que j'ai trouvé m'a choqué, puisque j'ai trouvé des choses qui remontent en France, par exemple, à 1971. Et pour moi, c'est impossible d'imaginer qu'il n'y a pas eu d'avocat qui ait traité d'affaires de commerce depuis bien plus longtemps.
Alors, vous avez ici une image. À gauche, c'est l'avocat tel qu'il se présente à la Troisième République. Hein, donc, il est en robe, hein, bien sûr, et puis il plaide, c'est-à-dire il est là avec sa main en train de, de- de ponctuer son discours. À droite, je vous ai rappelé que la première femme, alors la deuxième femme avocate en réalité en France, c'est Jeanne Chauvin qui prête serment le 19 décembre 1900. Et là aussi, c'est dans un contexte de plaidoirie. Donc tout l'imaginaire hein, de l'avocat, et même dans l'esprit des entrepreneurs, il est autour de cette notion de plaidoirie. Et en fait, une toute petite partie du métier. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques semaines, Jean-Christophe a décrit dans la chronique 78 qu'un contrat, ce n'était pas forcément un document rédigé de A à Z par un professionnel, signé par les parties, en bonne et due forme, avec un cachet, euh, mais que ça pouvait être quelque chose qui était une suite d'échanges de courriers, d'emails, dès lors qu'on avait un accord sur quelque chose et qu'on pouvait le matérialiser. Eh bien, sans enlever la réalité de cette chronique de Jean-Christophe, j'aimerais vous emmener vers quelque chose qui est un poil plus structuré. D'abord, il faut bien reconnaître que l'entrepreneur et le droit, ça n'est pas naturel. C'est une matière qui peut sembler obscure et surtout qui est peu étudiée dans les écoles de commerce, mais par exemple, qui ne l'est pratique, je pense qu'elle ne l'est pas dans les écoles d'ingénieurs. Alors, il y a peut-être une conférence par-ci ou par-là de quelques heures, mais quand vous êtes ingénieur et que vous devenez entrepreneur, vous n'avez reçu quasiment aucune formation sur le droit. Ce n'est pas beaucoup mieux quand vous êtes sorti d'une école de commerce, puisque ça fait partie classiquement, à quelques exceptions près, des cours qui sont séchés et qui sont, vous le savez, chez Melchion, des notions sur lesquelles on se bat pour faire revenir cette compréhension de la comptabilité, du droit, de la psychologie, etc., qui sont des éléments fondamentaux dans la vie quotidienne de l'entrepreneur. Mais c'est une matière obscure et peu étudiée pour beaucoup d'entre nous. Alors, la plupart des cas, l'entrepreneur va vous dire, mais un peu de bon sens, ça suffit. Ah, le bon sens. C'est vrai que le bon sens, ça peut aider. Et on ne vous dira jamais chez Melchion qu'il ne faut pas avoir de bon sens. Sauf que, parfois, le droit a évolué d'une façon surprenante, qui fait que ça n'est pas automatiquement votre bon sens qui va vous emmener dans la bonne direction. Et puis les droits, il y en a beaucoup. Le droit du travail, bien sûr, le droit du contrat, le droit douanier, et puis les droits spécifiques à un secteur. Hein, le droit de la construction, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des marques, etc., etc. Enfin, souvent, on ne va pas recruter un juriste en interne parmi les premiers recrutements qu'on va faire. Alors, on va très vite recruter quelqu'un pour s'occuper de la comptabilité, de la finance, on va très vite recruter quelqu'un pour s'occuper du commerce, probablement qu'on va structurer la production, probablement qu'on va avoir très vite un petit comité de direction, et puis quand l'entreprise grandit, ben, ce comité de direction va prendre un peu d'épaisseur, bien sûr, mais il est rare qu'on invite très vite un juriste à ce comité de direction. Et donc, la question qui peut se poser, c'est finalement, ben, à quoi va nous servir un avocat d'affaires? Après tout, la Legal Tech me donne des statuts d'entreprise pour 30 euros et des modèles de contrats quasiment de tout ce que j'ai besoin. Après tout, mon expert comptable, qui est un généraliste, peut bien m'aider pour l'essentiel, non? Et puis, bon, j'ai pas de conditions générales de vente. Enfin, j'ai jamais eu de problème, donc c'est pas grave. Et le dernier qui est authentique, ma belle-sœur est avocate, généraliste. Entre deux divorces, elle va bien me relire le contrat avec mon distributeur anglais. Elle est avocate. Ça, évidemment, c'est autant d'occasions de se dire
et si j'allais parler à un avocat d'affaires? Si je faisais relire mes statuts spécifiques, mes statuts standards pour peut-être regarder si je n'ai pas besoin de les rendre un peu adaptés à ma situation personnelle. Est-ce que mon expert comptable est compétent et jusqu'à quel niveau de compétence? Est-ce que je peux faire l'impasse et longtemps sur le fait de ne pas avoir le minimum légal? Je pense souvent aux conditions générales de vente parce que quand on parle avec un entrepreneur, on s'aperçoit que 9 fois sur 10, il n'en a pas. Et puis surtout, quel est mon premier coup de fil? Est-ce que la personne que je vais appeler, c'est un membre de ma famille ou c'est quelqu'un que j'ai choisi pour sa compétence? Vous voyez en creux ce que je dessine, c'est l'importance d'avoir autour de vous un avocat d'affaires. Alors oui, je vous entends d'ici, un avocat d'affaires, d'accord, mais me faut-il un généraliste ou un avocat spécialisé? Eh bien, le plus important, vais-je vous répondre, c'est d'abord la confiance. Parce que quand quelqu'un vous donne un conseil, surtout dans une matière dans laquelle vous êtes peu compétent, que ce soit votre médecin, votre avocat, votre fiscaliste, votre banquier privé pour faire une allocation d'actifs, c'est difficile, si vous n'avez pas fait le travail, de comprendre les subtilités qui l'ont amené à son raisonnement et à son conseil. Qu'à un moment ou à un autre, il va falloir faire attention, est-ce que j'ai confiance en cette personne? C'est un cas délicat, parce que faire confiance, ça veut dire aussi, finalement, prendre un risque. Alors, à la question avocat généraliste ou spécialiste, j'ai envie de répondre les deux, mon général. Un généraliste pour tous les enjeux limités et un spécialiste pour les enjeux forts. Dit différemment, si vous avez besoin d'un avis sur un contrat de travail, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir le plus grand spécialiste français du droit du travail. Dans la plupart des cas, mais ça ne veut pas dire dans tous les cas, un avocat généraliste vous donnera l'information dont vous avez besoin. Un avocat généraliste du droit des affaires. Hein. En revanche, si vous êtes en train de réorganiser votre groupe pour des raisons qui sont patrimoniales, fiscales, stratégiques, et que vous avez besoin d'imbriquer ensemble des choses complexes, évidemment, c'est important d'aller voir des gens dont c'est le métier qui font ça tout le temps. Il faut aussi accepter l'importance du droit. C'est une matière transversale. Depuis un de vos collaborateurs qui a un accident de la circulation en conduisant un véhicule appartenant à l'entreprise, jusqu'à un collaborateur qui tombe de l'escabeau alors qu'il changeait une ampoule, à celui, à votre commercial qui promet des choses par écrit à un client que vous ne pouvez pas tenir, vous êtes à chaque fois avec une petite dose de droit qui vient dans votre réalité. Donc c'est une matière transversale et elle est importante. Il va falloir comprendre le droit pour pouvoir dialoguer avec l'avocat, encore plus avec un spécialiste. De la même manière qu'avec un médecin, si vous arrive quelque chose, vous avez besoin de monter en compétence sur votre maladie ou votre accident pour pouvoir avoir un échange dans lequel vous contraignez votre spécialiste à éclairer, à détailler son raisonnement. Alors en conclusion, il est important de prendre conscience que nous sommes tous des incompétents en matière juridique, à l'exception d'un tout petit nombre d'entrepreneurs. Ce n'est pas une matière que nous connaissons
au mieux, et je vous renvoie à ma chronique de la semaine dernière sur le cercle de compétences, au mieux, nous avons une certaine compétence en la matière. Deuxième conseil, soyez conscient que la prévention est un investissement. Se doter d'un bon contrat qu'on va réutiliser à chaque fois, ça vous aura coûté quelques centaines ou quelques milliers d'euros selon la complexité de votre contrat, mais le fait que vous ayez fait faire le travail par quelqu'un de très compétent vous garantit que finalement, les erreurs deviendront minimes. Vous pouvez toujours faire une erreur dans un contrat, mais l'essentiel de ce qu'il faut y trouver sera placé par l'avocat qui l'a rédigé. Et ce n'est qu'un exemple. Si vous êtes capable, vous et votre organisation, de monter en compétences juridiques, vous avez un avantage concurrentiel. Ça, c'est très, très rare de trouver des entreprises dont l'avantage concurrentiel est juridique, mais ça existe. Il y a même des entreprises dont le métier, en réalité, est basé principalement sur le juridique. Et donc, il est très, très important de savoir que c'est un choix stratégique que vous pouvez faire, de devenir best in class dans votre secteur sur les aspects juridiques. Enfin, voilà un modèle d'organisation qu'on recommande souvent. Prenez un avocat généraliste en retainer, c'est-à-dire que vous allez lui payer une somme fixe tous les mois, et chaque semaine, parlez-lui quelques minutes. Alors, qu'est-ce que vous gagnez quand vous faites ça? Vous gagnez que vous allez sortir de votre tête tous les sujets d'ordre juridique qui vous sont arrivés cette semaine, et vous allez les poser à plat devant quelqu'un qui va vous faire le tri et qui va vous donner 9 fois sur 10 la confirmation que vous avez eu le bon raisonnement ou l'information que vous devez avoir tel point de vigilance. Et 1 fois sur 10 va vous dire « Ah, ça c'est un point beaucoup plus délicat qu'il n'y paraît ». Je vais vous donner un exemple. Un de nos clients a travaillé à un appel d'offres avec un grand donneur d'ordre, de façon tellement étroite qu'il a été même invité lors de la soutenance de l'appel d'offres. Quelle n'a pas été sa surprise de découvrir, après que l'appel d'offres ait été gagné par le grand donneur d'ordre, qu'on lui a préféré un autre sous-traitant, moins cher, moins compétent. Il a gagné cet appel d'offres, le grand donneur d'ordre a gagné cet appel d'offres en expliquant qu'ils allaient travailler ensemble, que c'était la meilleure entreprise du monde dans sa spécialité. Il a lui-même fourni des dossiers techniques, ses références à l'appui de cette action. Et s'est retrouvé incroyablement surpris, ça ne lui était jamais arrivé, de découvrir la trahison du donneur d'ordre. J'en parlais avec lui cette semaine, de la conclusion après quelques semaines, quelques mois qu'il tire de cela, et il me disait, je suis dans le mauvais régime juridique. Je ne travaillerai plus sur des grands projets sans être officiellement co-contractant. Je ne travaillerai plus à un autre endroit juridiquement que à cette position de co-contractant. Petit détail, ça lui coûte 3 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'il ne fera pas et 1 million d'euros de marge. Merci Patrick. Effectivement, on a un sujet de l'avocat dans ce qu'il sait faire et ne sait pas faire, dans le moment où il faut aller le chercher et dans le moment où il faut le pousser dans ses retranchements. Qu'est-ce que tu conseilles à l'entrepreneur pour à la fois bien marquer la limite de ce que lui doit savoir sur le sujet et du moment où ça passe à l'avocat,
comment est-ce qu'il peut monter en compétence et savoir où s'arrêter? Merci Jean-Christophe, c'est une super question. La solution que je préconise, c'est de mesurer l'enjeu. Est-ce que c'est un jeu à 1 000 euros, c'est un jeu à 10 000 euros, 100 000, 1 million, 100 millions? Et une fois qu'on a fait ça, assez automatiquement, on va avoir tendance à allouer la ressource, son temps, son énergie, son argent, le niveau du collaborateur à qui on va confier la mission de travailler le dossier, en fonction de cet enjeu. C'est très intéressant. Il y a parfois des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas. Je pense à une de nos clientes qui s'est retrouvée avec 25 000 euros d'amende douanière parce que son expert comptable n'a pas fait la déclaration mensuelle d'échange douanier parce qu'elle avait un client en Belgique. Eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est 1 000 euros par mois de non, c'est 1 000 euros d'amende par non-respect mensuel sur les 2 dernières années. Là, il ne s'agit pas d'un juriste, il s'agit de son cabinet d'expertise comptable qui n'a pas fait son job, d'accord, mais elle-même n'était même pas consciente, n'avait pas connaissance de cette règle. Alors, vous voyez, ça peut vite être des enjeux dont on n'a pas conscience. Donc, ça, c'est des angles morts. Ils existent et ils existeront toujours. Mais quand vous êtes en train de négocier un contrat à 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000, 1 million, 5 millions, ben vous voyez bien que plus le contrat est important, plus vous allez mettre de ressources pour bien faire en sorte que les choses soient correctement faites. Donc, tu vois, c'est ça que j'utilise. Je me dis, c'est vachement difficile de savoir, c'est très, très difficile de savoir ce que on ne sait pas. C'est très difficile de savoir si son avocat donne un bon conseil ou pas un bon conseil. C'est toujours une bonne idée de lui demander d'expliquer son raisonnement et donc de ne pas discuter sur des solutions, mais sur des raisonnements. Ça, c'est une règle sur laquelle on pourrait faire presque une chronique entière et d'ailleurs peut-être demander à Manuel qui n'est pas là de venir nous expliquer cette distinction entre savoir et raisonnement. Mais surtout, je dis, regardons l'enjeu. Et donc, ce que je fais en mettant ce principe d'un avocat en retainer, ce que font tous les Américains d'ailleurs, hein, ils ne bougent pas une oreille sans appeler l'avocat. Eh bien, c'est que j'ai… Manifestement, le vrai sujet que tu mets en avant, c'est cette nécessité du dialogue avec l'avocat, de lui parler régulièrement. En fait, c'est pas forcément de l'appeler pour des sujets, mais c'est par cette discussion constante qu'on va voir des choses qui nous paraissent anodins et qui ne sont pas. Exactement. Et en même temps, ça sert de ramasse-poussière, c'est-à-dire que tous les petits sujets sont traités chaque semaine. Et ça peut durer un quart d'heure comme ça peut durer 1 heure, donc ce n'est pas une grosse charge dans l'agenda. Mais finalement, c'est un petit peu comme ce check-up, vous savez, médical qu'on fait tous les ans ou tous les 2 ans à partir de 50 ans. Ouais, ben, ça ne prend pas très longtemps et puis c'est pas mal de savoir un peu à l'avance s'il y a quelque chose qui est repéré par la médecine, parce que plus c'est pris tôt et mieux c'est. Ben, c'est pareil pour le droit. Je ne vous cache pas que ça se complexifie. Je ne vous cache pas que parfois ça ressemble à une prison. Toutes ces choses qu'on doit respecter, faire, connaître, nul n'est censé ignorer la loi. Et pour autant, on ne peut pas faire l'impasse sur ces aspects-là.